Bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, nous reviendrons sur la crise et les tensions importantes entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et l'Église du pays. Un reportage sur les vœux des représentants des cultes de la ville de Rouen vendredi, au moment même où des révélations sur l'assassinat du père Hamel ont été publiées. Et puis retour sur la première messe en hommage au chanteur Johnny Hallyday. Elle a eu lieu aujourd'hui en l'église de la Madeleine. Dans quelques jours, débuteront les états généraux de la bioéthique. Pour mieux comprendre de quoi il s'agit, comment cela va se présenter et cibler les enjeux des débats, nous recevons Tugdual Derville, délégué général d'Alliance Vita. Et on débute cette édition avec l'opération de police menée dans le monastère de Roquebrune-sur-Argent ce matin. Elle a suscité beaucoup d'interrogations. Les policiers de Nantes et de Toulon sont allés vérifier si Xavier Dupont de Ligonnès n'était pas caché chez les Carmels de Roquebrune-sur-Argent. Je vous le rappelle que l'homme est soupçonné d'avoir assassiné sa femme et ses 4 enfants il y a 7 ans à Nantes. Fin 2017, 3 ou 4 personnes ont dit aux enquêteurs avoir vu aux offices un homme qui lui ressemble. Dans le monastère, les frères vivent en ermitage et seuls les carmes peuvent y venir passer un temps de retraite. C'est donc un homme de passage vêtu d'une bure qui a attiré l'attention. Frère Jean-Marie Joseph, prieur du monastère, nous a confié avoir transmis tous les éléments en sa possession aux enquêteurs. Il a réagi également aux observateurs qui ont mis en avant le vœu de silence comme une explication éventuelle à une non-dénonciation. Je suis un peu surpris de ces amalgames. Le vœu de silence est de trouver un lieu qui nous coupe un petit peu du monde pour retrouver la présence de Dieu, tout simplement, dans un moment de retraite. Et donc prendre le temps de lire la parole de Dieu. Donc effectivement, dans un climat où on ne se parle pas pour justement être plus attentif à cette parole. Il y a aucunement la loi du silence. J'espère rentrer vite dans un climat de silence et de paix. En République démocratique du Congo, le ton se durcit encore plus entre le gouvernement et l'Église. Vendredi, les propos de l'archevêque de Kinshasa, le cardinal Mosengo, n'ont pas du tout plu au Conseil des ministres. Il a qualifié de barbarie la répression brutale de la marche pacifique du 31 décembre. Même constat du côté du Saint-Siège par la voix du nonce apostolique Monseigneur Montemayor. Organisée par une association proche de l'Église, la marche demandait au président Kabila de ne pas être candidat à sa propre succession, comme le veut la Constitution, et comme le rappelaient les accords de la Saint-Sylvestre signés il y a 1 an avec les évêques, des tensions entre l'Église et le gouvernement qui ne datent pas d'hier et qui ont été ravivées en 2016. Explication. En septembre 2016, Joseph Kabila, le président de la République démocratique du Congo, était reçu par le pape François au Vatican. Mais 3 mois plus tard, son dernier mandat a pris fin et aucune élection n'a été prévue. C'est-à-dire que là, on est dans une situation totalement extraordinaire d'un président qui sort de la Constitution, qui reste au pouvoir, parce que, dit-il, je ne suis pas capable, pour le moment, d'organiser les élections présidentielles. L'un des moyens utilisés par le gouvernement pour se maintenir au pouvoir, c'est de repousser les élections présidentielles. Repousser les élections présidentielles, l'une des causes, c'est les violences. Ce qui se passe est quand même très très grave de ce point de vue. La FIDH accuse directement le régime d'instrumentaliser les violences pour se maintenir au pouvoir. Dans ce rapport de décembre 2017, la Fédération internationale des droits de l'homme parle même de crimes contre l'humanité. Dès décembre 2016, la conférence épiscopale joue les médiateurs. Craignant le chaos dans le pays, elle pousse pouvoir et opposition à négocier. Ce sont les accords de la Saint-Sylvestre. Donc les accords de la Saint-Sylvestre ont abouti à 2 choses importantes. La première, organiser les élections présidentielles avant la fin de l'année 2017. En principe, ça devait être en décembre 2017. À ce jour, les élections sont encore repoussées au 23 décembre 2018. La conférence épiscopale a accepté le calendrier, mais le 31 décembre dernier, la donne change brutalement. C'est la désolation. Dans la capitale, il y a des chrétiens qui ne pouvaient pas accéder à leur église. Dans certaines paroisses, on a interrompu le culte par de gaz lacrymogène. Dans d'autres paroisses, on a réprimé brutalement ceux qui voulaient manifester. Ça fait mal. Depuis, chez les responsables catholiques, les mots se font durs. Le cardinal Mosengo appelle notamment les médiocres à dégager. Et pour accroître la pression, l'Église a lancé l'opération Cloche. À 21h le jeudi, tous les prêtres sont désormais tenus de faire sonner les cloches de toutes les églises du pays, jusqu'au départ de Kabila. Vu la popularité de la marche du 31 décembre dernier, il est fort probable que d'autres initiatives seront organisées dans les prochains mois, a ajouté le nonce apostolique Monseigneur Montemayor dans un communiqué.
Il y a quelques heures, le pape François a publié un message au peuple de Chili et du Pérou qu'il s'apprête à visiter. Son voyage apostolique débutera le 15 janvier pour se terminer le 22. Et c'est la joie et l'espérance qui sont au cœur de son message. Hermanos y hermanas de Chile y Perú, ante la proximidad de mi viaje a esas tierras, los saludo afectuosamente. Voy hacia ustedes como peregrino de la alegría del Evangelio, para compartir con todos la paz del Señor y confirmarlos en una misma esperanza. Un voyage que vous pourrez suivre bien sûr en direct sur KTO. Droit à la vie, protection des familles, accueil des migrants ou encore le désarmement nucléaire. Voilà les thèmes abordés hier par le pape François lors des traditionnels vœux au corps diplomatique. Une belle coutume pour le Saint-Père pour aborder les sujets internationaux. Un discours du pape marqué aussi par les 70 ans de la Déclaration des droits de l'homme. Des notions controverses des droits de l'homme ont été soutenues et elles contrastent avec la culture de nombreux pays qui ne se sentent donc pas respectés dans leurs traditions socioculturelles. Ils se sentent délaissés face aux besoins réels qu'ils doivent affronter. On peut courir le risque, paradoxal par certains aspects, qu'au nom de ces mêmes droits de l'homme, on instaure des formes modernes de colonisation idéologique, des plus forts et des plus riches au détriment des plus pauvres et des plus faibles. Le pape François qui a baptisé 34 enfants, 18 petites filles et 16 petits garçons dimanche en la solennité du baptême du Seigneur. Dans la chapelle Sixtine, il a dit aux parents que la transmission de la foi commence avec le langage de l'amour qui se vit à la maison. Les catéchistes viendront ensuite pour nourrir cette première transmission. En Égypte et dans tout le monde orthodoxe, les cérémonies de Noël ont eu lieu sans incident et dans le calme. Elles ont été célébrées ce week-end selon le calendrier julien. Une nouvelle réjouissante quand on connaît le contexte égyptien et les craintes d'attentats contre les chrétiens. Le jour de Noël a aussi été l'occasion pour les Coptes d'inaugurer la cathédrale de la Nativité à l'est du Caire. Une célébration en présence du président Al-Sisi et du pape copte orthodoxe Tawadras II a eu lieu. En France, à Rouen, pour la première fois vendredi, les représentants des différents cultes de la ville se sont retrouvés ensemble à l'archevêché pour adresser leurs vœux face à une centaine de personnalités locales. Une initiative de Monseigneur Lebrun, l'évêque du lieu, alors que le jour même des révélations sur l'assassinat du père Jacques Hamel ont été publiées par les journalistes de Mediapart. Reportage. C'est dans le diocèse de Rouen qu'officiait le père Jacques Hamel. Il a été assassiné en juillet 2016, à seulement 8 km de là, dans son église de Saint-Étienne-du-Rouvray. Un souvenir douloureux, ravivé le matin même par la publication d'une enquête de Mediapart. Celle-ci affirme que les services de renseignement étaient au courant de conversations de l'assaillant, faisant part d'une menace une semaine avant son passage à l'acte. Une actualité au cœur des vœux de Monseigneur Lebrun. L'actualité, la révélation de circonstances de l'assassinat du père Jacques Hamel, aujourd'hui ravive la douleur de manière toute particulière. Il est bon que nous soyons là tous ensemble pour signifier que rien ne nous arrêtera sur ce chemin qui veut être un chemin d'amour et de pardon. Un chemin encore long et sur lequel se retrouvent tous les représentants des cultes à Rouen, avec un seul mot d'ordre, la fraternité. On sent ce besoin d'aller vers les autres et de dire qu'on est des citoyens et qu'on veut vivre heureux dans ce pays-là et dans la prospérité et la fraternité. C'est un signe fort, c'est un drame épouvantable qui s'est produit en juillet 2016 à Saint-Étienne-du-Rouvray. C'est important qu'ensemble, les religions l'évoquent, qu'ensemble, les religions le dépassent et qu'ensemble construisent l'avenir, parce que l'avenir est toujours à construire. Comme Monseigneur Lebrun l'a exprimé dans ses vœux, le futur pour l'Église catholique, il est dans la participation aux débats nationaux. Et en première ligne pour 2018, bioéthique, procréation et accueil des migrants. Le cardinal Philippe Barbarin, archevêque de Lyon, a demandé au pape François de proclamer Saint Irénée de Lyon docteur de l'unité de l'Église. Une information relayée sur les réseaux sociaux lundi par Monseigneur Emmanuel Gobillard, évêque auxiliaire de Lyon. Selon lui, le Saint-Père a donné son accord par courrier le 4 janvier, en posant comme condition que les évêques français et les recteurs d'université se joignent à cette requête.
Irénée de Lyon est le deuxième évêque de la ville au IIe siècle. Il est l'un des pères de l'Église et le premier occidental à réaliser une œuvre dite de théologie systématique. Une célébration belle, simple et fraternelle. La cathédrale Notre-Dame de Paris était comble samedi soir pour l'installation de Monseigneur Michel Aupetit comme archevêque de Paris. Après avoir embrassé le crucifix, Monseigneur Aupetit a été accueilli par le doyen du chapitre Notre-Dame de Paris, Monseigneur Patrick Chauvet, qui a lu la bulle pontificale. Ensuite, Monseigneur Aupetit, avec sa mitre et sa crosse, a pris place dans la cathèdre. Après un long temps de silence, il a prononcé sa première homélie comme archevêque de Paris. Il a invité les fidèles à apprendre à reconnaître la dignité divine dans les plus faibles, les plus pauvres, les plus fragiles. Avec humour, il a aussi dit son insignifiance face à cette cérémonie en grande pompe, un contraste avec la pauvreté de la crèche de Jésus. Et c'est avec une phrase forte qu'il a conclu son homélie. Vous voyez toute cette belle liturgie magnifique qui est la reconnaissance du peuple de Dieu et la manifestation de son enthousiasme fervent devant celui qui se livre humblement dans nos mains. C'est cela qu'il faut voir. S'il vous plaît, chers frères, chères sœurs et chers amis, ne donnez pas raison au célèbre proverbe chinois qui dit « Quand le sage montre la lune, le sot regarde le doigt ». Eh bien, je vous dis, chers frères et sœurs, ne regardez pas l'archevêque, contemplez le Christ. En plus des nombreux fidèles, une trentaine d'évêques étaient présents, dont Monseigneur Georges Pontier, président de la Conférence des évêques de France, et le nonce apostolique Monseigneur Luigi Ventura. À la fin de la cérémonie, Monseigneur Aupetit a salué très chaleureusement les représentants des autres confessions, comme ici avec le métropolite orthodoxe grec de France, Emmanuel. Les représentants des autres religions étaient aussi présents, tout comme de nombreuses autorités civiles. Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur, était au premier rang aux côtés d'Anne Hidalgo, la maire de Paris. Monseigneur Michel Aupetit a aussi été nommé par le pape dimanche ordinaire des catholiques orientaux après la démission du cardinal André XXIII du gouvernement pastoral de l'archidiocèse de Paris. L'ordinariat des catholiques orientaux est un service de l'archevêché de Paris. Il a juridiction sur les prêtres et les fidèles des églises melkites, syriaques, coptes, chaldéennes, grecques, russes et roumaines qui n'ont pas d'évêque en France. Et puis, après le départ de Monseigneur Aupetit du diocèse de Nanterre, le père Hugues de Voilemont a été nommé administrateur diocésain. Âgé de 48 ans, il a été ordonné prêtre le 26 juin 1999. Il a été vicaire puis curé de différentes paroisses du diocèse de Nanterre. Une messe pour Johnny Hallyday. Depuis la cérémonie des funérailles, il y a un mois, les fans affluent dans l'église de la Madeleine, notamment pour signer le livre d'or dans l'église. Alors, pour leur offrir un temps de recueillement et de prière, le père Oreste, curé de la Madeleine, a décidé de célébrer tous les mois une messe en mémoire du chanteur. La première a eu lieu aujourd'hui. Reportage. L'émotion est encore forte dans l'église de la Madeleine en entendant résonner les notes de Ô Marie. Plus de 200 personnes sont revenues sur les lieux où s'est déroulé il y a un mois l'enterrement de leur idole. Le père Bruno Oreist, curé de la paroisse de la Madeleine et initiateur de la messe mensuelle en hommage au chanteur, avait préparé son homélie en conséquent. Donc on sent bien que vous avez été touché au plus profond de vous-même par le message et l'amour qui émanait de Johnny. Mais voilà, si vous êtes venu à la messe ce matin, c'est que vous réalisez que cet amour qu'il a su donner aux autres, eh bien Johnny lui-même le puisait auprès d'un autre. Et sans doute avait-il cette conviction profonde au fond de lui-même que cet amour qu'il était appelé à partager ne lui appartenait pas, mais qu'il était un don de Dieu et que le plus grand bonheur était de l'offrir aux autres. Les fans du chanteur se réjouissent de pouvoir rendre un énième hommage à leur idole. Il nous a accompagnés toute la ville, donc on voulait lui rendre hommage. Je faisais sans doute partie de tous ces gens qui auraient aimé être à la Madeleine le 9 décembre, mais qui évidemment ne pouvaient pas y être, donc c'était pour lui dire un au revoir. On est tout un groupe d'amis et je pense que nous allons nous relayer pour venir à ces messes de souvenirs. En tous les cas, mon épouse y viendra à celle du 9 février. Toi qui
La messe mensuelle consacrée à Johnny Hallyday aura lieu chaque 9 du mois, et ce jusqu'au 9 décembre 2018, date anniversaire des funérailles du chanteur. Direction Québec maintenant pour notre chronique du monde, où sont arrivées les reliques de Saint François Xavier. Bonjour, heureuse et sainte année en direct de Québec. Alors, il y a une petite bourrasque, mais je tiens à vous parler en ce début d'année du passage partout au Canada d'une relique remarquable, l'avant-bras de Saint François Xavier, qui est habituellement à l'église Jésus, à Rome. Et le premier arrêt lors de sa tournée était à Ottawa, lors d'un grand rassemblement de 800 jeunes catholiques universitaires. Le groupe, c'est CCO Mission Campus. Leur événement, c'est le Rise Up. Et ça commençait à faire parler vraiment d'un bout à l'autre du pays, les nouvelles nationales. Et mercredi le 3 janvier, c'était à Québec. Alors, on ne savait quoi penser. Est-ce qu'il y aurait beaucoup de personnes pour se recueillir devant le bras de Saint François Xavier? Et c'est plus de 1000 personnes qui sont présentées à la cathédrale, 500 personnes en soirée à l'église Saint François Xavier. Et bien que sur les réseaux sociaux, plusieurs personnes ont parlé du côté macabre de cette relique, les médias ont été étonnamment très respectueux et plusieurs porte-paroles, que ce soit de jeunes laïcs, des jésuites, bien sûr proches de Saint François Xavier, ont pu présenter et expliquer que non, ce n'est pas macabre, bien au contraire, une façon de nous unir à ce bras qui a baptisé, à ce que l'on dit, plus de 100 000 personnes en Asie. Alors, tout au long du mois de janvier, l'avant-bras de Saint François Xavier, qui voyage seul sur un siège d'Air Canada, fera 15 villes partout au Canada. Donc, à très bientôt, bon début d'année. Merci Jasmin, il est temps de retrouver notre invité. Le 18 janvier prochain vont commencer les états généraux de la bioéthique, 6 mois pour prendre le pouls de la société sur des dossiers comme la fin de vie, la PMA, la GPA, une consultation sur des sujets sensibles que nous allons essayer de comprendre avec vous. Tuc de Alderville, bonsoir. Bonsoir. Alors on vous connaît bien sur KTO, vous intervenez tous les mercredis avec votre chronique Écologie humaine. Vous êtes aussi le délégué général d'Alliance Vita. À ce titre, vous allez suivre de très près les états généraux de la bioéthique. Alors pour commencer peut-être un petit peu de pédagogie, quand on parle d'états généraux de la bioéthique, de quoi s'agit-il ? En fait, la loi bioéthique en France a prévu qu'avant chaque révision de cette loi, qui est prévue comme épisodique, il y ait une sorte de système de participation des citoyens qu'on a appelé États généraux de la bioéthique, qui cette année est organisé par le Comité consultatif national d'éthique. C'est une façon de réfléchir, d'ouvrir la parole, d'ouvrir peut-être aussi la boîte de Pandore, des revendications. Et donc, ça précède la phase proprement parlée politique et législative, où le gouvernement le sait, en l'occurrence le président de la République, ont sans doute le dernier mot. Alors une participation citoyenne qui va se passer comment concrètement ? Il y a des réunions qui sont organisées, des consultations et des auditions au niveau national par le comité d'éthique lui-même, et puis au niveau régional par les comités d'éthique régionaux, les centres d'éthique régionaux dans les 13 grandes régions, qui organisent sur le plan thématique. Le comité d'éthique a réparti des thèmes, intelligence artificielle ici, AMP ou PMA ailleurs, donc selon les villes. Et puis ça va être d'une façon sans doute un petit peu, je dirais, organisé peut-être aussi un peu à la dernière minute, puisqu'il n'y a pas forcément de moyens, et il s'agit pour ces comités, ces experts, de rencontrer des citoyens, de leur donner la parole, de les interroger aussi par des sites internet. Voilà. C'est pas forcément un très grand nombre de personnes qui vont participer, mais c'est des sujets majeurs qui conditionnent l'avenir de notre société, donc il ne faut pas le prendre à la légère. Justement, des sujets majeurs, vous en parliez, vous, à Alliance Vita, à quoi est-ce que vous allez être
être attentif pendant toute cette période? Je dois dire que d'abord, nous n'approuvons pas le fait de réviser sans cesse des lois de bioéthique, parce que finalement, ça veut dire que les repères qui sont prétendus posés une année, 5 ans après, sont des digues qui se sont effritées, et à chaque fois qu'on supprime une digue, eh bien, c'est l'autre ensuite qui est fragilisé. Donc nous sommes prudents par rapport à cette espèce de débat continu qui oublie des principes fondamentaux, qui pour nous sont le respect de la vie et de la dignité du plus fragile. Et quand on abandonne ce repère, effectivement, on discute, et ces discussions risquent d'aboutir à des transgressions supplémentaires. À ceci près tout de même que de nouveaux sujets émergent, je pense à l'intelligence artificielle, aux bases de données, au big data, avec des avancées, peut-être pour notre santé, mais aussi des menaces pour notre liberté. C'est normal qu'on en discute. Alors, nous, à Alliance Vita, nous aimerions poser les sujets qui sont prégnants à nos yeux pour l'avenir de notre société. La lutte contre l'infertilité, les repères, disons, d'écologie humaine, justement, qui sont absolument nécessaires sur ces sujets. Ça, c'est souvent occulté. Au profit de revendications de quelques-uns, je pense qu'on parle beaucoup en ce moment de prétendu PMA pour toutes, ce qui en fait revient à autoriser ou à encourager même la conception d'enfants privés totalement de repères paternels, avec des donneurs anonymes de gamètes. Nous y sommes hostiles. Nous allons tout faire pour qu'on prenne en compte l'intérêt du plus fragile de l'enfant, qui est le cœur de notre mobile Alliance Vita. Mais nous savons que non seulement il y a des pressions, mais aussi des déclarations gouvernementales qui laissent entendre que c'est un repère fragilisé et qu'on risque de passer vers un droit à l'enfant, un enfant qui serait privé délibérément de référence paternelle, ce qui pour nous est gravissime. Justement, on se souvient de ces déclarations de Marlène Schiappa, secrétaire d'État, qui disait donc la GPA pour toutes en 2018. Et puis de l'autre côté, on a un président de la République qui se porte garant pour un vrai débat philosophique. Alors les états généraux de la bioéthique, est-ce que les dialogues, les discussions, les débats qui vont avoir lieu, est-ce qu'ils peuvent réellement peser sur les décisions législatives ? Sans doute, la façon dont on va pouvoir, nous, argumenter, parce que rien n'est perdu d'avance, va avoir un impact. La façon dont les Français vont se saisir de ce sujet, surtout ceux qui sont sensibles à la protection des plus fragiles. Après, Marlène Schiappa a été désavouée assez vite par le président de la République sur certains points, mais lui-même a pris des engagements sur d'autres qui sont, à nos yeux, transgressifs. Je pense à l'ouverture du système artificiel de procréation pour les femmes seules ou vivant en couple de femmes. Et donc, c'est assez paradoxal. Il y a quand même le risque que ce débat soit un leurre, c'est-à-dire qu'on agite les choses, mais ensuite, le dernier mot sera aux politiques. Alors nous allons quand même jouer le jeu du débat, puisqu'on débat, autant apporter sa voix et apporter la voix des plus fragiles qui sont souvent sans voix, justement, mais en dernier recours, et c'est l'objet de nos rencontres avec les politiques, nous savons que c'est le gouvernement. Et on le sait aujourd'hui, du fait de la configuration du système politique en France, c'est le président qui va trancher. Et donc, ne laissons pas toute notre énergie être emmenée par les états généraux si, en dernier recours, le choix appartient à un homme, non pas seul, mais à un homme avec ses conseillers, à savoir le président de la République. C'est lui que nous interpellons en dernier ressort pour que protège les plus fragiles. On a vu la semaine dernière un sondage publié par nos confrères de La Croix, un sondage qui montre que 64%, me semble-t-il, des Français seraient favorables à la PMA, idem pour les questions de fin de vie, hein, une évolution. Est-ce que justement tous ces sondages-là ne sont pas un peu décourageants avant les états généraux de la bioéthique ? Surtout pas décourageant. J'ai noté quand même, on l'a dit publiquement, quelle que soit la qualité des sondeurs et puis de l'organe de presse qui a publié ce sondage, que n'avait pas été justement questionné l'intérêt de l'enfant. Et donc les Français, quand on leur parle d'un droit nouveau, ils ont une générosité compassionnelle, ils vont dire oui. Mais quand dans les sondages sur le même sujet, on leur a posé il y a quelques mois la question de savoir si un enfant né artificiellement avait le droit d'avoir né par des techniques artificielles, je veux dire, mais avait le droit d'avoir un père et une mère, eh bien, plus de 70% des Français ont dit oui. Donc, ils sont contradictoires, ils sont perdus, pour tout dire. Et donc, d'où l'importance que des associations de terrain qui rencontrent les personnes souffrant d'infertilité, qui rencontrent les femmes ou les couples en difficulté avec les grossesses ou les naissances, que ces personnes-là fassent entendre leur voix pour essayer d'étayer ce sujet, que ce ne soit pas seulement des vagues émotionnelles d'une foule très versatile qui soit manipulée par des minorités très actives et très médiatisées, il faut le dire. Et donc, cette voix de la sagesse, du bon sens aussi, de la cohérence soit entendue. Là, je crois que l'Église, les médias chrétiens et toute personne de bonne volonté, et les gens qui nous rejoignent ne sont pas forcément chrétiens, a vraiment son mot à dire parce que nous sommes appuyés sur un socle anthropologique extrêmement solide. Et quand j'étais auditionné avec d'autres au Sénat, je me souviens d'un sénateur communiste qui disait « Au moins, le mérite de votre prise de position, c'est qu'elle est cohérente ».
Et aujourd'hui, les débats sont largement incohérents. On va vanter, par exemple, la gestation corporelle dans le cadre d'une fécondation in vitro, où des embryons exceptionnellement venus de l'extérieur vont être accouchés, entre guillemets, vont être portés par une femme, et on va là valoriser la gestation, et puis dans le cadre de la prétendue gestation par autrui, ou des mères porteuses, on va dévaloriser cette gestation en disant que c'est la mère d'intention qui compte. Vous voyez, on est sans cesse en train de jouer avec la réalité, on la tord, parce que le désir n'est plus régulé. Et nous, à Alliance Vita, ce que nous disons, et nous le disons depuis des années, on le redira encore, c'est que nous le savons bien, nos désirs sont puissants, ils doivent être entendus, mais la loi est là pour réguler les désirs et empêcher que ce soit les plus fragiles qui en fassent les frais. Il nous reste très peu de temps, Duc d'Alderville. En tout cas, pour se former, il existe l'Université de la vie proposée par Alliance Vita. KTO en est partenaire. Alors pourquoi il est important d'y participer justement à ces universités de la vie ? Bien, dans 140 villes, nous proposons aux personnes de nous rejoindre et de se former sur 4 lundis de suite et de prendre conscience qu'on peut d'abord comprendre ces enjeux en profondeur, ce qui se joue, les pièges dialectiques qu'il y a derrière, pour agir ensuite, pour être porte-parole des sans-voix autour de soi. Et plus il y aura de personnes impliquées dans ces états généraux, grâce à la formation que nous pouvons donner ou grâce à d'autres, le relais aussi que vous en ferez le lendemain pour une petite partie, mais importante aussi à KTO, ça sera très important que nous emparions de ces sujets. Il faut des avocats pour les sans-voix, pour les plus fragiles, je le redis. C'est absolument majeur et essentiel. Sinon, c'est le loi du plus fort dans un univers extrêmement individualiste, extrêmement libertaire dans cette culture et ultra-libérale. Finalement, le risque, c'est de basculer avec la France dans le grand marché de la procréation et de ne plus considérer le plus petit, le commencement de l'être humain, qui est un être humain lui-même, comme l'un des nôtres. Voilà, il faut des avocats pour les sans-voix. Merci Duc d'Alderville d'avoir accepté notre invitation. On vous retrouve demain, mercredi à 20h35 pour votre chronique. Cette émission est à revoir sur notre site internet www.ktotv.com. Réagissez également avec le hashtag à la source. On se retrouve jeudi. Excellente soirée sur KTO.